Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au débrief. Nous reviendrons tout au long de cette émission sur le discours royal délivré la semaine dernière par le roi Mohamed VI à l'occasion de l'ouverture de la session d'automne du Parlement dans la troisième année de cette législature. Le chef de l'État a donc prononcé devant les parlementaires réunis au grand complet un discours d'orientation, un discours programme où il a fait une synthèse de ses deux précédents discours, celui de la fête du trône et celui du 20 août. Il y a longuement évoqué l'agriculture, donnant ses orientations pour une nouvelle approche sociale, économique et juridique. Mais il a également parlé de solidarité, appelant le secteur privé à se montrer plus impliqué, plus engagé dans l'action sociale. Il a encore parlé de ces jeunes qui partent poursuivre des études supérieures à l'étranger et qui ne reviennent pas, citant l'exemple du secteur de la santé. Le roi Mohamed VI a également cité le service militaire et évoqué le modèle économique, avec certains passages sur la classe politique nationale, à laquelle il est demandé de produire des hommes d'État. Un an après son discours prononcé à la même occasion en octobre 2017, le chef de l'État a répondu aux différents questionnements et aux nombreux points qui agitent la société. Nous en parlerons plus en détail avec nos invités. Professeur Abdeltif Komat, vous êtes économiste et vous êtes aussi doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Merci d'être là. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Hassan Alaoui, vous êtes directeur du mensuel Maroc Diplomatique et du site marocdiplomatique.ma. Bienvenue et merci d'être là. Naïm Kamal, vous êtes directeur de Quid.ma et journaliste depuis une quarantaine d'années, c'est bien ça? Chaque fois, vous allez le dire. Mais bien sûr. Il faut toujours rappeler les choses intéressantes et utiles. Bienvenue et merci d'être là. Alors, on reste avec vous justement pour que vous parliez. Dans ce discours, comment vous avez reçu la tonalité du roi? Dans ce nouveau discours, on a l'impression, une impression largement partagée, qu'on a affaire à une nouvelle génération de discours royaux. Il y a cette propension ou cette tendance à subdiviser les périodes des discours royaux en une première phase où les orientations techniques étaient la prédominance, ou disons le timbre des discours, où il y avait des orientations très indiquées sur un modèle de développement, sur les chantiers structurants, sur le rapport qui était inspiré par cet esprit qui avait guider le rapport du cinquantenaire où le constat a été fait entre le Maroc qui va s'en sortir et le Maroc qui, s'il ne fait pas ce qu'il devait faire, pourrait aller à la catastrophe. Je crois qu'on a passé cette période, puis on a vu une phase d'exaspération parce que il y a eu des résultats, mais pas au niveau attendu, en tout cas espéré. Et disons que la machine s'est quelque peu grippée dans l'exécution et même parfois dans la confection des principes et des idées. Et donc, c'était le temps de l'admonestation et le discours sévère, tranchant, acerbe. Oui, très sévère. Et puis aujourd'hui, on passe, j'ose pas dire le terme de résignation. On dirait que le souverain, il a dit les choses étant ce qu'elles sont, je prends l'affaire en main et je guide la barque. La façon dont le souverain a remercié ou n'a pas remercié les contributions à la réflexion au nouveau modèle de développement exprime très bien l'insuffisance de cette contribution et le dit. Mais bon, il en prend 4 axes. Je crois qu'on en est à une étape où, voilà, maintenant, voyons ce qu'on peut faire pour vraiment sortir de ça. Il a dit qu'il y avait eu des contributions, il y avait eu des réflexions, des idées, et que peut-être qu'avec la commission qui va être constituée, c'est qu'il faut avoir un peu plus de hauteur et une vision globale, une photographie globale du Maroc. Je crois, si j'ose le terme, sur ce plan-là, sa religion est faite. C'est très bien, réfléchissons ensemble, essayons d'adhérer ensemble, mais il faut tracer parce que le Maroc des attentes, justement, ne peut pas attendre. Et il y a un tel sentiment parfois de précarité qu'il faut foncer.
Alors Hassan Alaoui, pour rester dans la classe politique, comme introduction à l'analyse de ce discours, il y a eu deux parties qui ont été consacrées à la classe politique au début et à la fin. Comment vous avez trouvé cette structuration, ce qu'a dit le roi? Oui, moi je voudrais d'abord contextualiser ce discours. C'est un discours de méthode, un discours vraiment d'incitation, je veux dire, et un discours d'espoir. Et le souverain, évidemment, il a commencé, bien sûr, par baliser un petit peu le terrain en s'inscrivant dans une dynamique, je dirais, pluraliste. C'est-à-dire qu'en fait, il s'adresse à des parlementaires tout de suite, et d'emblée, c'est le premier, usage, si vous voulez, de ce discours de méthode, qui est celui d'interpeller les partis politiques. Les partis politiques, et d'emblée, il dit qu'il faut les soutenir, qu'il faut les aider, qu'il faut du soutien public et tout, parce qu'ils doivent remplir leur rôle. Or, les partis, ce sont évidemment des formations qui existent depuis l'indépendance du Maroc, depuis la libération, et bien avant. Pas tous. Et aujourd'hui, oui, pas tous, mais enfin, c'est le champ politique, il est comme ça. Hein. Et donc, aujourd'hui, le rôle, c'est justement d'encadrer les jeunes, parce que tout le discours est consacré à la jeunesse en partie, je veux dire, et surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même une crainte qui est sous-entendue dans les paroles du roi, si vous permettez, c'est que on suppose que les dernières élections nous ont démontré qu'une dépolitisation qui était grave et même, je veux dire, atterrante, en ce sens que nous avons assisté à peu près à une 30% de participation. Et donc, non, plus que ça, il y a eu 36. Non, 50. Ça s'est passé les 50. Vous avez le chiffre exact? Non, écoutez, le désintérêt total, il est explicite, par exemple. Et aujourd'hui, valeur aujourd'hui, si on appelle les citoyens, je veux dire, à voter, c'est vraiment, l'interrogation se pose encore s'il y aura participation ou pas. En tout cas, il y a un apolitisme de plus en plus évident. Et donc, la parole du roi aujourd'hui s'adresse aux partis pour leur dire, écoutez, réveillez-vous, parce qu'il est de votre rôle d'encadrer les jeunes, de faire participer un petit peu. D'où la deuxième partie, à la fin, où il les appelle à produire des hommes d'État. Produire des hommes d'État, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, parce que les partis eux-mêmes sont en pleine crise, je veux dire intérieure, pour ne pas dire une crise abyssale, n'est-ce pas? Et qu'ils ne produisent pas, si vous voulez, de ministres, ils ne produisent pas de hauts responsables qui doivent assumer un petit peu, je veux dire, des charges à la hauteur des enjeux que nous vivons. Et donc, moi, je considère que cette interpellation royale, elle est très significative, parce qu'aujourd'hui, se pose justement le rôle des partis pour leur participation effective, et donc aussi pour leur accorder les moyens idoines, n'est-ce pas, et adéquats pour justement participer à la vie politique souhaitée. Bien, Abdeltaïf Komat, ce discours a été en très grande partie consacré à la jeunesse, comme ça a été dit, et aussi en grande partie consacré au secteur agricole. Avant de revenir à cette impérieuse nécessité, le roi insiste sur l'élaboration d'un modèle économique. Est-ce que ce n'est pas, encore une fois, comme le disait Naïm, mais avec votre perception, un appel à la classe politique, mais pas seulement à la classe politique, à la société civile, aux opérateurs, aux entreprises, de penser ce modèle économique, avec cette commission qui va être constituée? Très bien. Effectivement, le secteur agricole, le fait que Sa Majesté a évoqué le secteur agricole avec force, c'est que certainement, il devrait être au cœur de ce nouveau modèle de développement du Maroc. D'une part, parce qu'il s'agit d'un secteur stratégique qui a une dimension historique. Le Maroc a une tradition séculaire comme pays agricole, mais également sur le plan social et sur le plan économique. Aujourd'hui, pratiquement 39% de la population active est occupée dans le secteur agricole. Le secteur agricole également occupe aujourd'hui 15 à 16% du PIB. Il participe à hauteur de 12% des exportations. Et donc, c'est un secteur qui a une dimension économique forte, mais également une dimension sociale. Et donc, partant de tout cela, bien évidemment, on ne peut pas faire l'économie du secteur agricole dans la construction du nouveau modèle de développement. D'autant plus que les orientations de Sa Majesté concernant ce modèle, il devrait être intégrateur, créateur de richesses, créateur d'emplois. Et donc tout cela ne peut pas se faire sans intégrer le secteur agricole. Parce que le secteur agricole, c'est une force économique, mais c'est également une force de création d'emplois, notamment pour les jeunes. Alors pourquoi le secteur agricole aujourd'hui? Il faut rappeler que le Maroc est entré dans l'expérience du Maroc plan vert,
qui a aujourd'hui une décennie. C'est un projet qui a commencé en 2008 et qui a réalisé des progrès sur le plan économique, sur le plan de la productivité, des progrès notables. Aujourd'hui, on le constate, le taux de croissance du secteur agricole durant ces 10 dernières années a été le double du taux de croissance moyen au Maroc. Également, la contribution de la richesse agricole au PIB a été stabilisée malgré les aléas climatiques. Ça veut dire qu'on a réduit un peu la dépendance de la culture céréalière. Et tout cela, ce sont des éléments en faveur de développement, je dirais, en termes de performance. Maintenant, le secteur agricole devrait être plus inclusif, plus intégrateur et plus intégré dans les orientations du modèle économique, d'où la nécessité justement de cette réforme au niveau de l'utilisation des terres qui sont éparpillées, mais également l'amélioration de la productivité, la classe moyenne, une classe moyenne agricole, et également la possibilité d'introduire pour les jeunes des possibilités d'intégrer dignement le secteur agricole. Et donc, pour tout cela, bien évidemment, le secteur agricole fera et fait forcément, en fait, à une place centrale dans le modèle à construire. Alors, on reviendra un peu plus en détail sur ce volet agricole du discours. Naïm Kamal, le roi a cité cette expression, les liens indéfectibles qui unissent les Marocains depuis toujours. Et on l'a encore vu cette semaine avec le drame ferroviaire qui s'est passé du côté de cela. Est-ce que ce ne serait pas finalement là la solution au problème social, que l'État joue le rôle de facilitateur entre ceux qui ont des besoins et ceux qui peuvent répondre à ces besoins? Que ce soit là le rôle de l'État finalement. Ce serait simple. La solution, peut-être pas. Une partie de la solution, certainement. Mais j'aimerais bien, avant de revenir sur ce point, insister sur ce que vous venez de dire concernant l'élan de solidarité auquel nous avons assisté cette semaine pour les dons de sang. Il y a eu... et je dis ça parce que... C'était spontané, c'était ça qui était extraordinaire. C'était très spontané. Et il y a ce Maroc, on l'a vu dans cet élan, ce Maroc que nous aimons. C'est le Maroc que, les moments critiques se retrouvent. Les épreuves difficiles, le roi en a parlé aussi dans son discours. Se retrouvent. Et ça, c'était très important parce que nous sommes aujourd'hui dans une ambiance globale, générale, un peu dépressive. On essaie de nous faire croire que tout est à volo et que le Maroc est au bord de la catastrophe. Il y a une véritable campagne dans ce sens. Or, le sursaut ou cet élan spontané, comme vous dites, qui s'est manifesté, démontre que les ressorts de l'appartenance, les ressorts de la marocanité, les ressorts de la solidarité sont toujours là. Bon, la solidarité, précisément, c'est le cas de le dire, a été depuis toujours un souci du roi Mohamed VI, prince héritier. Prince héritier, il a lancé la campagne de solidarité avec les démunis. Et cette campagne, ce n'est pas tant ce qu'elle a porté, mais l'esprit dans lequel elle s'était faite, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux des Marocains sur le réel état. Parce qu'avant la campagne sur la campagne de solidarité avec les démunis, le discours officiel était Golo l'am zin. Tout est bien dans le meilleur des Maroc. C'était un discours institutionnalisé. Or, prince héritier, le souverain était venu dire bon, arrêtons de nous raconter des histoires, nous avons des chantiers, nous avons des problèmes, nous avons notre pauvreté, il va falloir s'y attaquer. On a assisté au début des règnes à un élan très important de cette solidarité. On a vu les campagnes de Ramadan, les campagnes de cartable, les dons alimentaires, les dons vestimentaires, les associations de société civile qui foisonnaient, se multipliaient et agissaient. Et puis, à un moment donné, on a versé tout ça dans l'Initiative nationale de développement humain pour institutionnaliser cette solidarité. On va y revenir.
on va y revenir. Et à un moment donné, d'ailleurs, ça a été dit dans l'un des discours, je ne me rappelle plus quelle date, même l'INDH était arrivé peut-être à bout de souffle et qu'il fallait revoir. Il fallait régénérer, c'est ce qui a été fait. On va y revenir. Aujourd'hui, on travaille sur ça. Il faudrait que, d'abord, cette solidarité ne soit plus underground, ne soit plus souterraine. Il faut qu'elle devienne visible pour qu'elle soit porteuse. D'où le rôle de facilitateur de l'État. Exactement, c'est important. Et donc, bon, maintenant, les formes, le partenariat État-privé, bon, l'initiative individuelle riche qui contribue, les formes peuvent se multiplier. Mais, encore une fois, je l'ai dit, c'est une partie de la solution, ça peut aider, mais la vraie solution est toujours, et je crois que le souverain le sait mieux que quiconque, est dans le développement économique, dans le développement social, dans l'éducation, dans l'assainissement de l'environnement national, qu'il s'agisse de la justice, de l'éducation, et qu'il s'agisse de la police, de l'administration en général, c'est-à-dire retrouver un Maroc citoyen, je dirais même, on a besoin d'un Maroc très citoyen. Alors, toujours dans ce chapitre solidarité, Abdeltif Komat, le roi a clairement appelé l'entreprise créatrice de richesse à s'impliquer plus et mieux dans cet élan de solidarité, avec deux façons, la responsabilité sociale de l'entreprise et les partenariats publics-privés. Alors, comment l'entreprise peut-elle réellement et efficacement contribuer à l'effort national? Est-ce que ce qui se passe avec l'OCP Akhlibga, le centre de compétences, que ça pourrait être un modèle? Effectivement, la notion de RSE, la responsabilité sociale des entreprises, est une notion bien ancrée dans les pays avancés. L'entreprise ne doit pas être en fait cloisonnée et en dehors des grandes problématiques sociétales. L'entreprise a une responsabilité sociale, sociétale et environnementale. D'où le concept de responsabilité sociale des organisations, qui en fait a commencé à voir le jour au Maroc depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a le label RSE qui est en fait aujourd'hui connu, dans lequel s'intègre une centaine d'entreprises. C'est une manière d'amener l'entreprise marocaine à s'occuper des grandes problématiques sociales. Maintenant, c'est vrai, l'élan est là, mais il est insuffisant. Sa Majesté en fait appelle à ce qu'il y ait plus d'engagement de l'entreprise dans des questions sociales. Je peux par exemple parler du secteur que je connais le mieux et qui a cette dimension sociale, qui est le domaine de l'éducation. Dans les pays les plus avancés, on le voit, on le constate, les entreprises sont plus intégrées dans l'acte de formation. En prenant en charge des stagiaires, en développant des formations par alternance, ils se considèrent comme partie prenante socialement de l'acte de formation. Et ce qui permet de résoudre toute la problématique de l'adéquation formation-emploi. Au Maroc, on a encore ce cloisonnement entre le monde universitaire et le monde professionnel. Et chacun, en fait, jette la balle à l'autre, alors qu'on peut, dans le cadre d'une responsabilité sociale des organisations, à développer cette ouverture de part et d'autre. Mais cela, bien évidemment, j'ai évoqué le cas de l'éducation, il peut concerner tous les autres domaines dans lesquels l'entreprise peut s'impliquer comme acteur social et considérer qu'il est partie prenante des questions sociales et sociétales. Alors Hassan Alaoui, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la désaffection de la jeunesse par rapport à tout ce qui est politique, nous avons donc un discours à très forte intonation sociale. Il y a 3 semaines, il y a eu le lancement de la 3e phase de l'INDH. Naïm parlait de l'INDH tout à l'heure, avec 18 milliards de dirhams. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une réponse royale, donc entre la solidarité et la jeunesse, à une nouvelle génération qui arrive après 19 ans de règne? Il y a une relève de génération, une génération nouvelle. Est-ce que c'est quelque part une réponse ou une réaction ou une invitation à une réaction de la classe politique et de ceux qui ont regardé le discours? Moi, je pense que c'est un processus continu. Quand un certain 18 mai 2005, Sa Majesté avait lancé l'INDH, évidemment avec un grand discours qui est resté très, très célèbre et vraiment un discours fondateur, on se posait la question comment aller s'organiser ou se structurer, si vous voulez, outre cette réflexion très pertinente. Cette initiative, c'est le cas de le dire, parce qu'elle porte le même nom, donc qui allait, je veux dire, qui avait pour objectif à l'époque, parce que c'était lancé comme ça, presque impromptu,
qui allait, si vous voulez, un petit peu bouleverser la réflexion sur la valorisation de l'homme. Et au départ, c'était la valorisation de l'homme. Aujourd'hui, on rajoute la dimension sociale. Mais il fallait effectivement investir beaucoup, beaucoup. Et Sa Majesté s'est impliqué personnellement. Il y a au moins, je ne sais pas moi, une vingtaine de voyages qu'il a fait dans ce cadre précis, si vous voulez, de l'INDH, n'est-ce pas, en lançant des projets ici et là. Je vais vous raconter une anecdote, moi, je le dis maintenant. Dans la région d'Oujda, n'est-ce pas, Sa Majesté, un certain jour, s'est rendu dans un petit village où il y avait à peu près une centaine de personnes, pas plus, je crois. Et les gens de ce village sont venus voir le souverain pour lui dire « Majesté, cela fait presque 30 ans que nous attendons le caïd et aujourd'hui c'est le roi qui vient ». Mais oui, c'est extraordinaire, ça paraît anecdotique, mais c'est une histoire qui est à la fois vraisemblable et significative. Donc l'INDH, c'est vraiment, je dirais, c'est la cheville ouvrière aujourd'hui, à un moment où évidemment le gouvernement n'avait peut-être pas, si vous voulez, ni de méthode, ni d'objectif et tout, pataugé, pardonnez-moi l'expression, et l'INDH est venu, n'est-ce pas, porter un petit peu le socle là où il fallait. Et aujourd'hui, bien sûr, 18 milliards, vous allez me dire c'est important, mais ce n'est rien par rapport à ce qui attend, parce qu'aujourd'hui, on fait décliner le projet de l'INDH, n'est-ce pas, par rapport, je veux dire, à l'objectif qui est celui des futures générations, c'est-à-dire toujours des jeunes. Et on voit en filigrane, si vous voulez, la méthode royale, c'est que finalement, aujourd'hui, donc, on passe de l'enseignement à l'éducation, à la formation professionnelle, et bien sûr, on associe tous les vecteurs, tout ce qui peut constituer comme force, n'est-ce pas, jumelle ou conjointe, pour évidemment faire aboutir le modèle social. Et il y a une cohérence dans les discours royaux, c'est-à-dire on passe, si vous voulez, d'un secteur des jeunes, on passe à l'agriculture, comment leur offrir les possibilités de s'épanouir, et en même temps, on décline la méthode. Et c'est ça, je veux dire, c'est ça la méthode de Sa Majesté. Alors, Naïm, je vous repose la question d'une autre manière. Est-ce que vous avez un commentaire sur cette jeunesse mutante, justement? Entre la première phase de l'INDH en 2005 à maintenant, bon, il y a 13 ans qui sont passés. Il y a des gens qui sont les digital natives, enfin, ça remonte à plus haut, mais ceux qui sont arrivés maintenant ont un ancrage technologique qui est ce qu'il est, ont une notion de l'information, de l'immédiateté, de l'instantanéité. Est-ce que toute cette préoccupation sociale ne serait pas pour répondre à cette jeunesse que moi j'appelle mutante? Oui. Par rapport aux jeunesses d'avant, les nôtres par exemple. Non, oui. Alors là, il faut revenir 13 ans, bien avant 13 ans. Ou alors 3 fois 13 avant 13. C'est ce que je disais au début de l'émission. Oui, c'est ça. Voilà. Allez-y. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a, dans ce que vous dites, dans cette mutation, il y a surtout, d'abord, la prise en compte de ce qui se fait ailleurs et comment il se fait. Et ça, c'est important. Et ça change la perception et la manière de s'approprier ce qui devrait l'être, que ce soit au niveau social ou autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, disons, surtout les jeunes branchés, les jeunes connectés, si vous voulez une appellation plus exacte, n'attendent plus ce qu'ils peuvent parfois, c'est-à-dire une distribution de cartables ou une distribution alimentaire qu'ils ont tendance à considérer comme de l'aumône. Et ils voudraient des choses plus valorisantes, des choses plus durables, plus utiles, plus constantes dans le temps, qui pourraient leur apporter, c'est-à-dire, disons, un vieil adage, je crois chinois. Le poisson. C'est le poisson, exactement. Ils veulent c'est pour ça que la troisième phase de l'INDH insiste beaucoup sur la dignité de la jeunesse. C'est beaucoup plus. Aujourd'hui, le social, si on doit le faire de façon intelligente, c'est le faire de manière à ce qu'on apprenne aux jeunes à pêcher et non pas à leur donner du poisson. Très bien. Alors, au chapitre de l'agriculture, le chef de l'État, Abdel Komat, a parlé d'un concept nouveau, la classe moyenne agricole ou rurale. Comment vous concevez l'émergence ou la naissance de cette nouvelle classe moyenne? Le roi ayant parlé de coopératives et de groupements agricoles productifs, mais nous allons y répondre après la pause. Nous arrivons déjà à la moitié de l'émission. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Bonsoir, rebonsoir.
Nous nous retrouvons pour cette seconde partie du débrief consacrée au décryptage et à l'analyse du discours royal adressé devant le Parlement la semaine dernière. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en débattons avec Hassan Alaoui, journaliste et directeur du mensuel Maroc Diplomatique, avec Naïm Kamal, directeur de quid.ma, et avec Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences juridiques, économiques et sociales. Abdeltef Komat, juste avant la pause, je vous posais la question sur ce nouveau concept de classe moyenne agricole qui a été dit dans la même période, dans la même partie du discours où le roi parlait des coopératives et des groupements agricoles productifs. Comment vous voyez cette nouvelle classe, qui est un concept extrêmement intéressant parce que finalement, on n'en a jamais parlé. Effectivement. Alors, il s'agit tout d'abord de définir pour les téléspectateurs ce qu'on entend par une classe moyenne. Une classe moyenne, c'est une classe qui est entre la classe aisée et la classe pauvre et qui, historiquement, a joué un rôle très important dans la reconstruction de l'Europe. C'est un concept qui a été proliféré pendant les 30 Glorieuses, entre 1945 et 1975. Et donc, il y a une dimension économique, une dimension sociale. Une dimension économique, tout d'abord, une force économique, parce que la proportion à consommer de la classe moyenne, elle est relativement élevée par rapport aux autres classes. L'essentiel du revenu va vers la consommation, et une consommation liée à des secteurs comme l'automobile, comme le logement, etc. Donc, c'est une force motrice de la dynamique économique. Également, elle est censée être plus nombreuse. Effectivement, elle est censée être, alors que ce n'est pas le cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, c'est en fait une défaillance un peu du système actuel où il y a un gap entre la classe aisée et la classe pauvre, et la classe moyenne se réduit, d'une manière générale. Et il l'est encore plus au niveau du milieu rural. Alors, bien sûr, également, il a une dimension sociale, parce que lorsqu'on évoque la classe moyenne, c'est en fait beaucoup plus en réaction par rapport à la classe pauvre. Il s'agit d'amener la classe pauvre vers le statut de classe moyenne pour réduire la pauvreté et avoir une société plus équilibrée. Alors cela a été un débat qui était plus présent au milieu urbain. Effectivement, lorsqu'on parle de la classe moyenne en général, on évoque les fonctionnaires, par exemple au Maroc. Il y a des études qui ont situé la classe moyenne à revenu. Il y a en fait le HCP à un certain moment qui parlait d'un revenu de 2700 à 3000 dirhams jusqu'à une fourchette de 6000 dirhams. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est dépassé. Aujourd'hui, on parle d'un revenu entre 6000 à 20 000 dirhams qu'on peut qualifier de classe moyenne. Cela, on s'en occupe sur le plan urbain. Par contre, c'est une question qui n'a jamais été abordée en milieu rural. C'est pour ça que c'est vrai, le concept est nouveau et il est fondamental. Parce que c'est en milieu rural qu'il y a le gap entre la classe la plus aisée et la classe la plus pauvre. Également, il y a la notion de pauvreté plus proliférante et toutes les questions liées notamment à l'indicateur de développement humain présentent des indicateurs négatifs en milieu rural beaucoup plus qu'en milieu urbain. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les deux chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, de 40% de la population marocaine est rurale, avec seulement une contribution de 15% ou de 14% au PIB? Est-ce qu'on peut faire une corrélation pour expliquer la pauvreté ou la paupérisation agricole? Effectivement. Alors, effectivement, il y a un gap. Il n'y a pas de raison que 40% produisent 15%. D'accord. Donc, il faut un travail en matière d'amélioration de la productivité. C'est ce qui est en train de se faire. Parce que entre 2008 et 2018, 10 ans après, aujourd'hui, le taux de croissance de l'agriculture a été le double du taux de croissance moyen. Également, la richesse agricole a été augmentée de 47% en moyenne si on fait l'étude entre 2000 et 2008 et puis 2008 et 2018. Donc, il y a une avancée, d'accord, c'est vrai, qu'il y a encore un potentiel énorme, notamment en matière de diversification de notre agriculture. Aujourd'hui, 52% des terres sont occupées par les cultures céréalières qui ne produisent que 18% de la production agricole. Donc vous voyez le gap. Oui. 52% des terres produisent 18%. Par contre, les produits maraîchers, par exemple, qui occupent 3% de la surface agricole utile, produisent 21% de la richesse agricole. Alors. Donc, il y a un potentiel énorme en matière d'amélioration de la productivité et, bien sûr, de la participation de l'agriculture à la richesse nationale. Alors, bien sûr, tout cela ne peut se faire qu'à travers cette dimension qui a été évoquée, le concept de classe moyenne. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension économique, il y a également une dimension sociale. Et Sa Majesté, en fait, lorsqu'il a évoqué, par exemple, la question de la formation professionnelle en milieu rural, elle est liée à l'émergence de cette classe moyenne, parce que c'est en formant
les jeunes qui vivent en milieu rural qu'on va pouvoir améliorer la productivité, qu'on va pouvoir avoir une classe moyenne rurale. Ce qu'il faudrait également noter, c'est qu'aujourd'hui, en milieu rural, 65% des revenus proviennent du secteur agricole. Alors qu'il y a un potentiel énorme en milieu rural pour développer le tourisme, par exemple, pour développer certaines industries de développement durable, l'énergie, etc. Et tout cela peut bien sûr contribuer à l'augmentation des revenus et à l'augmentation de la part de la classe moyenne au milieu rural. Alors, précisément, c'est un équilibre social de très grande importance. C'est très intéressant ce que vous dites et ça me fait penser à un chiffre qui avait été annoncé en 2016, le Fonds de développement rural avec les 50 milliards de dirhams qui doivent être injectés dans le monde rural. Est-ce que ce fonds et ces 50 milliards dispatchés sur donc 6-7 ans, est-ce que ces 50 milliards pourront contribuer justement à l'émergence de cette classe moyenne? Effectivement, indirectement, c'est l'objectif. Parce qu'en mécanisant, parce que au niveau du plan Maroc Vert, il y a plusieurs axes, plusieurs pans. Bien sûr, il y a la mécanisation, il y a la diversification de l'agriculture, il y a l'irrigation. Par exemple, l'irrigation goutte à goutte, qui est développée sur 550 000 hectares actuellement. Elle permet de tripler la production avec la moitié de la consommation d'eau. Vous voyez le potentiel de développement? On triple la production en utilisant la moitié de la consommation d'eau. Non, mais je ne parle pas du plan Maroc Vert. Je parle du Fonds de développement rural des 50 milliards de dirhams qui avait été décidé en 2016 qui doivent couvrir jusqu'en 2022. Fonds de développement rural. Effectivement. En fait, c'est une question de moyens, mais c'est au-delà des moyens, c'est une question de politique. Et d'équilibre entre la dimension économique et la dimension sociale. Et Sa Majesté s'il a évoqué, comme j'ai dit tout à l'heure, cette question aujourd'hui, parce que sur le plan économique, il y a eu des avancées. Maintenant, il faut davantage de cadrage de la politique agricole avec la dimension sociale. Et c'est sur ce plan-là que la notion de formation, la notion de répartition des terres, par exemple, d'intégrer une partie de la population qui vit dans des terres morcelées, à les regrouper dans des coopératives pour améliorer la productivité. Tout cela, bien sûr, il permet d'une part d'avancer sur le plan de performance économique, mais également, et c'est un volet très important, sur le plan social, en améliorant les revenus, en créant de nouveaux emplois et en intégrant surtout les jeunes, en les valorisant. Parce que les jeunes, au-delà du travail, ils ont besoin d'un travail valorisant. Et moyennant la formation professionnelle liée au secteur agricole, il s'agit bien sûr de leur donner des opportunités d'évoluer dans un milieu rural plus équilibré, plus intégré, dans un développement équilibré territorialement. Très bien. Hassan Alaoui, malgré tout ce qui reste encore à faire en matière de politique agricole, et on ne fait jamais tout ce qu'il faut, le roi a quand même quelque chose... en quelque sorte, apporter un satisfecit à la politique agricole suivie jusque-là en parlant de consolidation des acquis, ce qui veut dire qu'il y a des acquis qu'il faut consolider. Mais à travers son encouragement à réduire le nombre des intermédiaires, à revoir le modèle foncier, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que l'effort a été beaucoup plus fait sur le côté économique que sur le côté social, objet du discours? Est-ce qu'on peut considérer ça comme une critique à cette politique agricole ou alors plutôt un appel à son prolongement ou son amélioration? Non. Qualitative. Il s'agit, franchement, il faut le souligner, il s'agit d'un bel hommage donc, à la politique agricole, au plan vert et donc de la politique qui est menée de... Bel hommage quand même. Et puis une volonté aussi un petit peu de tracer un petit peu une petite direction peut-être pour l'avenir, qui est effectivement comment dirais-je, la possibilité, je veux dire, la nécessité d'accorder aux jeunes la possibilité donc de travailler, de s'investir dans les secteurs agricoles. Et je ne vais pas rappeler, parce que mon cher ami a donné un petit peu les données techniques, mais moi, au-delà de ça, je vois quand même une vision royale qui, pardonnez-moi, spectrale, c'est-à-dire large et profonde. Pourquoi tout ça? Parce que, rappelons-vous qu'il y a la dimension politique dans cette affaire, il y a la dimension sociale, bien sûr, et il y a aussi la dimension démographique, et surtout l'autre dimension, c'est que en 2030, 2 milliards, si vous voulez, 2 milliards d'individus dans le monde vont vivre dans des banlieues. Et donc, la volonté royale aussi, c'est un petit peu non pas, si vous voulez, de cantonner les jeunes dans le monde rural, c'est de leur offrir un petit peu le modèle, de leur offrir les possibilités et tout pour qu'ils
réaiment, si vous voulez, qu'ils se réinvestissent dans les milieux ruraux et qu'ils deviennent un petit peu, si vous voulez, à part le fait d'être une classe moyenne, qu'ils deviennent des acteurs sociétaux et sociaux. Et là, moi, je souligne cette dimension. Donc, la politique agricole, elle est évidemment, c'est l'hommage clair, net, mais c'est aussi, voilà, je vous accompagne, voici le sens où on peut aller. C'est directement, donc, précis et clairement dit. Très bien. Naïm Kamal, le souverain, a aussi évoqué une mesure révolutionnaire pour répondre à la problématique anti-économique du morcellement. Et je le cite, il a parlé de la fragmentation excessive des exploitations agricoles. Cette mesure tient donc en trois grands aspects: la formation des coopératives, l'appropriation des terres bourgs, des terres non irriguées, et le cas des ayants droit des collectivités ethniques, sous la diète. Est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment le grand chambardement du secteur agricole? Parce qu'effectivement, avec le temps qui passe, nous avons des superficies de moins en moins grandes. Et Abdel Komat parlait tout à l'heure de la productivité qui baisse forcément. Oui. Non, c'est-à-dire, bon. C'est une mesure spectaculaire, quand même. C'est vrai, c'est un vaste sujet. Et il nous faudrait peut-être Paul Pascan, pour répondre à cette question. Paul Pascan. Pour l'instant, on a Naïm Kamal. Non, Paul Pascan, c'est le père de la sociologie rurale au Maroc. Et donc, c'est vraiment un domaine très compliqué. Je dirais tout simplement que dans les trois domaines, le Maroc a de l'expérience, qu'il s'agisse du remembrement, qu'il s'agisse des coopératives ou des terres-bourgs. Il y a une certaine expérience qui a été accumulée, mais dans un angle différent. C'était donc des grands propriétaires au moment où il fallait introduire l'irrigation au Maroc, où on construisait les barrages, où il fallait avoir, pour rationaliser l'irrigation, avoir de grandes surfaces. L'expérience coopérative, le Maroc l'a entamée très tôt. C'est pas très nouveau, et donc on en connaît un peu les limites et les problèmes. Et donc il faudrait que les spécialistes du travail collectif et du travail coopératif s'y attellent de nouveau, mais avec une autre façon de voir, une autre approche. Et maintenant, il y a les terres-bourgs. Bon, moi, je ne suis pas vraiment un agriculteur. C'est compliqué, les terres-bourgs. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va essayer, par des transferts d'eau, leur amener l'irrigation, ou les laisser tributaires de la bonne volonté du ciel? C'est vraiment très problématique. Alors, il y a le problème surtout du remembrement des terres. Parce que pour vraiment produire sérieusement, il faudrait un remembrement des petites parcelles multipliées par des millions de parcelles, chacun faisant ce qu'il veut dans sa petite, son petit lot. Ne produit rien. Donc, pour avoir une politique de production intensive... C'est ce qui a justifié la politique de l'agrégation. Oui. Donc, dans le temps. Mais là, ça va plus loin. C'est un pas obligé, mais qui est difficile à réaliser. Parce qu'il ne faut jamais négliger le rapport du paysan à la terre. Le sentiment d'être propriétaire d'un lot à soi. Vous savez, le monde est riche en expérience. Vous savez, la collectivisation en Union soviétique. Mais il ne s'agit pas de remettre en question la propriété des terres. Il s'agit tout simplement de rationaliser. Vous savez, déjà de mettre dans une même unité de production des propriétaires différents, c'est une tâche compliquée. Je ne dis pas infaisable, je dis compliquée, et que nous avons accumulé d'expérience en la matière. Maintenant, comment les techniciens qui vont être chargés, et j'espère qu'ils seront à la hauteur de la mise en œuvre de cette nouvelle mission, parce que ça va effectivement révolutionner le monde paysan, d'abord ne serait-ce que parce qu'on va créer de nouvelles classes sociales dans le milieu rural, sachant qu'en même temps, le milieu rural, démographiquement, est en train de s'affaiblir au profit de la ville, ou plutôt en créant autour des villes un open prolétariat qui n'est pas très bon pour la stabilité urbaine ou pour la stabilité du pays. Bon, c'est pour ça que je vous dis, il nous faudrait un Paul Pascan pour répondre à ce genre de problème, et peut-être beaucoup plus de temps, mais assurément,
c'est une voie possible, faisable, qui peut, si les exécutants l'amènent bien et à terme, produire des changements importants dans la campagne et dans le Maroc. Alors, on n'a pas Paul Pascon sur ce plateau, mais on a Abdeltef Komat. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette question d'éviter le morcellement, la fragmentation excessive des exploitations agricoles, pour reprendre l'expression du chef de l'État? Il faudrait, je lui ajoute une question, le problème de l'héritage. Parce que l'héritage est l'un des problèmes de la succession. Ça n'a pas été dit dans le discours du roi, mais c'était quelque part. La succession est un moteur. La succession, les droits de succession est un moteur dans la fragmentation. Non, il favorise la fragmentation. On n'entrera pas dans ce sujet parce qu'il est beaucoup plus compliqué que l'agriculture. Par contre, l'idée royale, qui est pour le coup une idée royale, c'est de contourner. Je reste un profane en matière paysanne. C'est de contourner cette question de fragmentation en trouvant. Bon, alors, il y a eu l'agrégation, maintenant il y a eu la mise en place de coopératives ou de groupements agricoles. Alors, comment ça pourrait être fait concrètement? Et en quoi ça pourrait être supérieur ou encore meilleur qualitativement que le principe de l'agrégation? Alors, en fait, la question qui a été évoquée dans le discours royal, c'est une question relative essentiellement à ce qu'on appelle les terres collectives. Les terres collectives, qui est une tradition en fait au Maroc il y a des décennies, je dirais même des siècles, et qui a connu un certain nombre d'évolutions. Il a été réglementé par un daïr de 1919 et qui organise un peu la répartition de l'usufruit de ces terres entre les membres de tribus. Et donc, il n'y avait pas de propriété individuelle, c'est des terres qui appartiennent à des collectivités. Il y a tout un mode de fonctionnement, d'organisation, de répartition des fruits de ces terres. Alors, des problématiques sont posées avec, bien sûr, l'évolution qu'a connue le pays, qu'a connue le monde d'une manière générale. Tout d'abord, il y a la question de la femme, au centre un peu de cette terre collective, d'où la question des soulaliyat qui a émergé ces dernières années. Il y a également aussi dans le discours. Voilà, il y a également le fait que cette terre, il y a la question de la productivité de morcellement, mais également des terres qui sont de plus en plus visées par de méga-projets. Vous avez parlé de l'irrigation, maintenant il y a de l'industrie, il y a des projets touristiques, et se pose la question comment gérer ces terres qui appartiennent à des tribus. Alors, il ne s'agit certainement pas, et d'ailleurs ça a été dit par Sa Majesté dans son discours, de faire une réforme au détriment des ayants droit. Et Sa Majesté l'a répété 2 fois dans son discours, en préservant les intérêts des ayants droit. C'est-à-dire, il va falloir imaginer des modes d'organisation de cette terre, soit des cessions pour des projets, et qui sont des projets phares, et sur lesquels ces ayants droit ils peuvent avoir, bien sûr, un résultat financier qu'ils peuvent partager, soit de s'organiser sous forme de coopérative pour justement aller vers la mutualisation, parce qu'aujourd'hui, on le sait, la mécanisation, qui est en fait un volet très important pour améliorer la productivité, ne peut pas se faire sur de petits morceaux de terre. Excusez-moi, je vais essayer de schématiser ça pour qu'on comprenne mieux. Alors, si on prend l'agrégation, c'est, on va dire, sur 1 millier d'hectares, c'est des dizaines, voire des centaines de propriétaires qui mettent en commun l'agrégateur vient acheter leur récolte, qu'il va vendre. Alors que la mise en coopérative ou le groupement, c'est de carrément pouvoir introduire la mécanisation sur les 1000 hectares. Et donc, forcément, qui est agrégateur ou pas, il y aura un revenu qui montera. Est-ce qu'on peut expliquer les choses comme ça? D'une manière simple, c'est ça. Voilà, donc, alors, je reste avec vous pour revenir sur la question du modèle économique. Donc, le modèle économique, on en parlait, on va certainement en parler encore très longtemps. Ça fait 1 an qu'on en parle partout. Là, le roi a dit qu'il y a eu des idées, qu'il y a eu des réflexions, mais qu'il va prendre ça à bras-le-corps. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce modèle économique, d'une manière schématique, claire? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Ça veut dire quoi, un modèle économique? Faire un modèle économique, c'est tracer un plan pour développer le pays, ou c'est quoi, au juste? Alors, je voudrais, avant de répondre à la question, revenir un peu sur le contexte. Aujourd'hui, c'est vrai, Sa Majesté a appelé à la constitution d'une commission pour centraliser, pour structurer les idées en projet. Parce qu'il a dit qu'au bout d'une année, donc cette réflexion a connu une certaine maturité. Alors bien sûr que cela est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a
plusieurs parties prenantes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient universitaires, des centres de recherche, qui ont essayé d'organiser des débats pour faire des propositions. Et bien évidemment, chacun y va selon sa vision, et à un certain moment, il va falloir centraliser tout ça, le structurer. Et je crois, après une année, il y a eu suffisamment de production d'idées que l'idée de créer cette commission est une idée clairvoyante, parce qu'on doit passer à la matérialisation de ce... Donc il y aura un document qui va être établi un jour. Voilà le nouveau modèle économique tel qu'il est conçu. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, et qui a été dit par Sa Majesté dans son discours, c'est qu'entre-temps, Sa Majesté a initié un certain nombre de projets qui cadrent avec le nouveau modèle économique. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le nouveau modèle économique pour commencer à initier les fondamentaux du modèle économique. Parce que, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on entend par le modèle économique? Le modèle économique, c'est tout d'abord répondre à des problématiques économiques. Économiques, parce qu'aujourd'hui, le Maroc est un pays en transition. Donc on passe en fait d'un pays en développement à un pays en pré-émergence pour aller vers l'émergence. Et donc on ne peut plus se baser sur des activités classiques, bien sûr, qui vont rester, comme par exemple l'agriculture, l'industrie, et Sa Majesté également, il l'a dit dans son discours du mois de juillet, les secteurs agricoles classiques, mais il va falloir qu'on aille vers l'industrie savante, l'industrie basée sur la connaissance. Et tout cela passe par de la formation, de développement des compétences. Et lorsque je dis que Sa Majesté a initié déjà les fondamentaux du modèle économique, du nouveau modèle économique, notamment par ses discours sur la formation. Pour construire ce modèle, on a besoin d'un tissu de formation. Il a évoqué la question de la régionalisation avancée. Il cadre parfaitement avec le nouveau modèle économique. La réduction des déséquilibres territoriaux, la réduction de la pauvreté. Donc, les fondamentaux sont en train d'être posés. On n'attend pas à ce que le modèle soit construit, élaboré, mais il va falloir à un certain moment avoir un document structuré pour qu'on ait une feuille de route qui va fédérer toutes les forces vives de ce pays. Très bien. Il reste deux questions sur deux passages du discours. Hassan Alaoui, le service militaire. Donc le roi, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, a dit clairement que les Marocains seront égaux dans ce service. Est-ce que ça rassure un petit peu? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il a aussi expliqué que c'était quelque part la formation et l'insertion socio-professionnelle. Vous savez que, et le professeur va m'approuver, que les paroles royales ont force de loi. Donc, dans un discours aussi solennel que celui... Donc, ça rassure. Non seulement ça rassure, mais ça en impose, vous comprenez? Donc, si Sa Majesté le dit, c'est qu'effectivement, il va veiller à ce que les choses se passent comme il est dit, c'est presque constitutionnel, n'est-ce pas? Et évidemment, il a tout simplement explicité donc l'objectif de cette initiative, moi personnellement, je me félicite qu'elle ait lieu, c'est qu'elle va... on a parlé beaucoup de patriotisme et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Le service militaire, c'est aussi, comme il a dit, l'appartenance à la nation. L'appartenance à la nation, à un contexte, à une culture, à une famille, n'est-ce pas? Il y a une structure de pensée, j'allais dire, c'est un engagement aussi, une mobilisation. Et tout le discours de Sa Majesté, c'est un discours fondateur, mobilisateur, et donc le service militaire, ça en fait partie, obligatoirement. Très bien. Naïm Kamal, on va finir avec vous, et on va finir avec la politique. Le roi a demandé le relèvement du financement politique des partis politiques avant de leur réclamer de fabriquer des hommes d'État. Est-ce que vous pensez que la classe politique est apte à fabriquer des hommes d'État? Ça fait quand même pas mal de temps qu'on... Elle l'a été par le passé. Pourquoi non, ça on sait bien, mais maintenant... Pourquoi elle ne le serait pas à l'avenir ou même maintenant? Aujourd'hui, on en trouve quelques-uns. De plus en plus rarement, il est vrai. Mais maintenant, il faut définir ce que c'est un homme d'État. Voilà. Je voulais vous poser la question. Répondez. C'est quoi un homme d'État? C'est quoi un homme d'État? Un homme d'État, c'est un personnage comme tous les autres, mais qui sait transcender les contingences pour aller vers le global et l'essentiel. C'est quelqu'un qui a une ambition, c'est légitime, personnelle, familiale peut-être aussi, certainement, mais qui met cette ambition au service d'un projet de société, d'un avenir. C'est d'abord quelqu'un qui devrait être intègre, qui met l'intérêt de ceux
qui L'intègre, est censé c'est matériellement servir. et mentalement l'intègre, aussi, moralement. Bien sûr. Surtout moralement. Surtout matériellement. Parce que quand on est intègre moralement, bien on sûr, est intègre matériellement. Voilà. Mais malheureusement, on peut être intègre moralement et finir par être vicié par le pouvoir de l'argent. Vous connaissez la fameuse phrase le pouvoir corrompt. L'usure du pouvoir, voilà. etc. Tout le monde a dit ça. C'est humain, c'est universel. Donc il y a cette notion d'homme d'État. Et il ne faut jamais oublier que dans le discours royal, il a été assorti d'une autre dimension patriote, qui n'est pas la même chose que nationaliste. Parce qu'en français, la connotation n'est pas la même. Patriote, c'est l'amour de la patrie, vouloir... Patriote, c'est effectif, alors que nationaliste ou chauvin, c'est plutôt du domaine de l'affect. Il y a plus de la passion et plus de l'émotion que de la raison. Donc, oui, le Maroc aujourd'hui a besoin d'hommes d'État intègres, moralement, matériellement, qui ne sont pas des hommes de l'État, qui se servent de l'État, mais, comme leur nom l'indique encore, des hommes au service de l'État. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci, à la semaine prochaine.